Bonjour à tous. Déjà, ça me fait toujours plaisir de venir dans des salles de jeunes étudiants parce que ça me rappelle un petit peu ces moments que moi j'ai un peu passés où j'étais un peu en recherche de moi-même. Et je pense que c'est des moments très privilégiés parce que finalement, il y a plein de gens qui vont vous partager leurs expériences, qui vont vous donner des idées, qui vont essayer de vous amener dans différents chemins que vous allez pouvoir tester vous-même. Et à la fin, seul vous pouvez savoir ce qui déclenche quelque chose en vous. Donc chacun d'entre vous, vous allez apprendre aussi à vous découvrir. Et je pense que c'est ça la beauté de la vie, c'est apprendre à se découvrir soi-même à travers nos propres expériences. Alors, je voudrais vous partager aujourd'hui mon expérience à moi sur tout ce que j'ai appris, puis partager un petit peu des recommandations. Si on m'avait dit ça il y a 20 ans, peut-être que les choses seraient différentes. C'est un petit peu comme ça que je voulais le partager pour vous. Alors déjà, moi, quand j'étais toute étudiante, je voulais faire de la science. Et puis, quand on est jeune fille, c'est pas toujours facile de faire de la science. Et donc, dès mon plus jeune âge, on m'a dit, la science, c'est pas pour toi. Si tu fais de la science, tu n'auras jamais ton baccalauréat. Et en fait, aujourd'hui encore, on voit, il y a ce type de réactions qui sont faites. Alors, c'est pas forcément votre cas, mais par contre, je pense qu'on a tous un rôle à jouer pour faire changer la société. Moi, c'est ce que j'ai vécu, mais dans votre niveau, dans vos relations, etc., il y a d'autres idées préconçues qu'on peut avoir. Et je pense que c'est aussi notre rôle, à chacun à notre niveau, de faire changer la société. Donc moi, toute jeune, on m'a dit, surtout, fais pas de la science, sinon tu n'y arriveras pas, tu n'auras même pas ton bac. Et puis il y a quelqu'un, c'est-à-dire ma famille, ma mère en particulier, qui m'a dit il faut que tu aies confiance en toi. La confiance en soi, c'est ce qui permet d'avancer. Et en fait, je crois que c'est un peu la clé qui m'a appris à me découvrir moi-même. Finalement, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait l'école normale supérieure en physique, j'ai fait l'agrégation de physique, j'ai fait polytechnique, j'ai fait le corps des points de chaussée. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on peut vous dire des choses, la réalité, seulement vous pouvez la connaître. Parce que j'ai jamais pensé manger ou communiquer dans un esprit de revanche par rapport à ce qu'on m'a dit. Mais par contre, partager nos vécus, c'est très important. C'est très important parce que ça permet à d'autres qui peuvent se poser des questions de les dépasser. Et de se dire au final, pourquoi moi j'ai fait ça? C'est parce que j'étais passionnée de la science. Alors bien sûr, à différents âges de notre parcours, on n'a pas forcément toujours confiance en soi. Mais par contre, c'est notre rôle, nous, d'accompagner les autres, d'accompagner d'autres personnes, de leur donner confiance, de les aider à s'apprendre, à apprendre le fond de soi-même. Donc ça, c'était un premier élément que je voulais vous partager parce que vous allez découvrir plein de matières, vous allez découvrir plein de domaines, par exemple le leadership. Qu'est-ce que c'est que le leadership? Comment on le vit? Et je vous donnerai, moi, ma clé de lecture du leadership. Il y a plein de façons de le vivre. Moi, je vous donnerai ma façon et puis vous allez inventer la vôtre. Et c'est ça le plus important, c'est d'apprendre à naviguer, d'apprendre à vous connaître vous-même. La deuxième chose, c'est effectivement, comme je ne savais pas trop quoi faire, j'ai fait d'abord de la recherche en physique moléculaire, la recherche au CNRS, au commissariat à l'énergie atomique, ici à Saclay. Et puis au final, je me suis dit, j'ai envie de toucher à plus de choses. J'ai envie de découvrir ce que c'est que l'économie. On parle de comptabilité, d'économie, je ne sais pas du tout ce que c'est, moi je suis dans les molécules. Et là, j'ai appris ce que c'est de sortir de sa zone de confort. Quand on n'est que là à faire des molécules, à travailler sur la physique nucléaire, physique subnucléaire, physique atomique, chimie moléculaire, etc., tout d'un coup se dire on va faire de la comptabilité et de l'économie, c'est pas inné. En fait, c'était du charabia pour moi. Mais par contre, ça m'a aussi appris qu'en fait, il y a un monde en dehors de ce qu'on connaît. Et ma recommandation, c'est aussi de s'ouvrir sur ce que vous allez découvrir, parce que c'est aussi une façon de découvrir finalement quelles sont les choses qui nous plaisent le plus, et puis d'orienter votre direction. Donc j'ai décidé de faire le corps des points de chaussée à cette fin. Et là, j'ai découvert la comptabilité, comment est-ce qu'on fait un pont, des choses comme ça. Et puis j'ai commencé ma carrière donc, au sein de l'État. Et au sein de l'État, j'ai commencé à ce qu'on appelle le secrétariat général des affaires européennes. C'était un truc très compliqué, je me disais à quoi ça sert ces trucs de l'État. L'État, c'est toujours des éléments administratifs très complexes et il y a du temps à répondre quand on écrit aux impôts, ça prend un temps infini. Donc ça doit être ça l'État, ça ne donne pas trop envie. Mais je me suis dit, on n'a pas d'idée préconçue, il faut y aller. Et donc j'y suis allée, et donc j'étais en charge de définir les positions que la France défend à Bruxelles sur les sujets compétitivité et énergie. Et en fait, c'est un milieu qui est passionnant. C'est un milieu qui est passionnant parce que l'Europe, c'est pas quelque chose d'unifié, c'est quelque chose de très divers.
Et en fait, quand on défend les intérêts de la France, on se rend compte qu'on va défendre contre plein d'autres intérêts, et si on fait que du contre, on n'y arrive pas. Il faut créer des alliances. Il faut s'ouvrir à l'autre, il faut laisser du lest, il faut voir finalement c'est quoi les lignes rouges, qu'est-ce qu'on veut vraiment défendre, etc. C'était une autre partie de ma carrière. Au bout d'un an, le ministre des Affaires européennes m'a demandé de rejoindre son cabinet. J'avais 25 ans. Et là, j'ai fait 4 ans de cabinet auprès du ministre des Affaires européennes, auprès du ministre d'État en charge de l'énergie, de l'industrie. Et là, pourquoi on m'a pris en cabinet? Parce que j'étais passionnée de ce que je fais. Et ma passion, c'est l'énergie, ma passion, c'est le climat, ma passion, c'est le développement durable. Ce que vous avez vu à Chamonix, quand on met un pied dedans, en tout cas pour moi, en fait, ça vous tient à la peau toute la vie. Et donc après, toute ma carrière, elle a été orientée sur le développement durable. Il y a plein de façons d'exercer. Par exemple, aujourd'hui, je suis au conseil d'administration d'Air France KLM. Parfois, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais à Air France, toi qui es si passionné par le développement durable? Air France, en fait, c'est de l'intérieur qu'on peut faire changer les choses. Tout ça pour vous dire qu'au-delà des diplômes, qu'au-delà de ce que vous allez apprendre en classe, c'est aussi vos passions. C'est quoi vos passions? C'est quoi votre moteur? Et le moteur est très important aussi dans le parcours, dans les expériences que vous allez avoir. Et je pense que c'est aussi un élément de découverte qu'il faut que vous ayez en vous. Donc j'ai travaillé comme ça dans l'administration, en cabinet ministériel, et puis ensuite j'ai rejoint un grand groupe. Alors un grand groupe, c'est bien, mais ça fait peur aussi. Parce que les grands groupes comme ça, Engie, Schneider, etc., c'est bien, mais c'est 150 000 personnes. 150 000 personnes, il faut créer un réseau. Il faut créer un réseau, il faut apprendre à se faire connaître, il faut apprendre un fonctionnement, et il faut adopter une culture. Et donc tout ça pour vous dire, les grandes entreprises, c'est des animaux en soi, c'est des animaux en soi. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que finalement, on rejoint une entreprise non pas pour un rôle, mais on rejoint une entreprise pour un sens. Pourquoi je rejoins Schneider? Pourquoi je rejoins Engie d'abord? Engie, c'était pour la transformation. Une entreprise qui faisait beaucoup de gaz, beaucoup de pétrole, beaucoup d'activités thermiques et qui voulait aller vers les énergies renouvelables. Mais ça, c'est un bon objectif. Et si on peut y contribuer, c'est encore mieux. Et donc, rejoindre une entreprise, c'est rejoindre un objectif d'engagement. Un objectif d'engagement. On parlait d'entreprise à mission. Finalement, c'est extrêmement important de se reconnaître à travers les valeurs des entreprises. Donc, j'ai choisi d'abord Engie, ensuite j'ai choisi Schneider Electric. Schneider a été nommée l'entreprise la plus durable au monde. Et c'est pas un effet de com', c'est pas un effet de, on va dire, d'influence, c'est un effet de travail de fond, c'est un effet de transformation des entreprises. Voilà, mon parcours, je vous l'ai dit rapidement, mais ça a été des choix qui ont été dictés par d'abord une passion, ensuite un engagement, et ensuite des découvertes de personnes. Parce que c'est des mondes où en fait on rencontre beaucoup de gens, créer un réseau, créer des pans avec beaucoup de contacts dans les entreprises, c'est aussi extrêmement important. Voilà un petit peu pour mon parcours. Après, ce que j'en retiens, et je voudrais vous partager des recommandations. Ce que j'en retiens d'abord, c'est finalement évoluer dans le parcours d'une entreprise ou dans un parcours professionnel. C'est avant tout choisir son mode de leadership et choisir pourquoi on veut rejoindre une entreprise. On parlait un petit peu de purpose, on parlait un petit peu d'entreprise à mission. En fait, moi, dans les postes que j'ai eu l'occasion d'avoir, à chaque fois j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu des leaders inspirants, mais qui avaient plein de formes de leadership, complètement différentes. Il y a des leaders qui sont plutôt command and control, très hiérarchiques, très pyramidal. Ça, c'est un petit peu le monde ancien. Et le monde nouveau, c'est plutôt support and coaching. C'est-à-dire comment est-ce qu'on dirige une entreprise? On dirige l'entreprise d'abord par la mission, par l'engagement des salariés, puis on leur donne beaucoup d'autonomie. Beaucoup d'autonomie, on les responsabilise et puis on les soutient. On fait beaucoup d'empowerment, mais on les soutient, on fait beaucoup de coaching. Ça paraît très simple comme ça, je vais vous donner l'exemple le plus frappant du mode d'organisation d'une entreprise. Quand j'étais chez Engie, j'étais membre du comité exécutif, on était tous à la tour, à la défense d'Engie, au 24e étage du tour. Le comité exécutif, c'est le centre de décision, le centre névralgique de l'entreprise. C'est là que toutes les décisions opérationnelles sont prises, très importantes. Donc toutes les décisions prises au 24e étage du tour à la défense. C'est un mode d'organisation. Deuxième mode d'organisation, Schneider Electric. Un comité exécutif réparti partout dans le monde.
un directeur général qui est à Dubaï, un président qui est à Hong Kong, moi qui suis à Paris, le secrétaire général qui est à Boston. Donc en fait, on est partout dans le monde. Comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce qu'on dirige l'entreprise? On dirige l'entreprise en ayant des collaborateurs partout dans le monde et en leur donnant des missions d'organiser, de driver l'activité partout dans le monde. Donc les décisions ne sont pas prises sur une tour à la Défense, mais elles sont prises par un patron opérationnel de l'Europe pour moi sur l'Europe, par un patron opérationnel de l'Amérique du Nord en Amérique du Nord. Et bien sûr, on a des points de rencontre tous ensemble pour réfléchir sur la grande stratégie de l'entreprise, ça c'est très important. Mais toutes les décisions opérationnelles sont reléguées au niveau local parce qu'on croit dans le leader. Vous voyez, deux modes d'organisation complètement différents. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? C'est très différent. Il n'y en a pas forcément un qui prime sur l'autre. Par contre, ce qui est important, c'est que ça reflète la culture de l'entreprise. Comment est-ce qu'on veut que l'entreprise se projette? Une entreprise très internationale, une entreprise très diverse, une entreprise où tout le monde a sa chance, une entreprise où pour aller au COMEX, on peut être chinois, japonais, etc., avoir tous les parcours, mais se battre pour ce qu'on croit. Voilà, ça c'est des éléments extrêmement importants quand on rejoint une entreprise. Quand j'ai rejoint Schneider Electric, je n'étais pas au comité exécutif, j'ai accepté de redescendre dans l'entreprise parce que je croyais dans l'entreprise et pour moi c'était important de me faire accepter avant d'imposer un rôle particulier pour moi. Donc ça c'est le deuxième point que je voulais vous partager. La façon de diriger une entreprise, elle est très différente de l'une à l'autre. C'est important que vous puissiez comprendre ce qui vous plaît le plus et dans lequel vous vous ressentez le plus. Mais les cultures d'entreprise sont extrêmement fortes et importantes d'appréhender. Celles que j'ai choisies, c'est des entreprises engagées sur des thématiques, notamment de développement durable, et sur lesquelles il y a beaucoup de responsabilisation des salariés. Ensuite, j'ai réfléchi à quelles recommandations je pourrais vous faire. Si on m'avait dit ça il y a 20 ans, finalement, ça m'aurait bien servi. Je me suis dit, c'est peut-être la meilleure chose que je pourrais faire, vous donner des recommandations, et puis voir si vous les trouvez utiles dans votre quotidien, comme vous allez créer un petit peu votre parcours. La première recommandation que je me suis notée quand je regarde un petit peu toute mon histoire, c'est finalement une histoire, une carrière. On peut penser que c'est un statut, que c'est un titre, que c'est des titres, que c'est des évolutions. En fait, pour moi, c'est des gens. Une carrière, c'est des gens, c'est des rencontres. Et donc, ce que je vous encourage, c'est de valoriser tous les réseaux que vous êtes en train de créer. Le réseau ici est extrêmement important. Le réseau ici, il va vous suivre sur toute votre vie. Vous allez naviguer dans des entreprises différentes. Par contre, ce réseau-là, il est majeur pour ensuite vous retrouver, partager, renforcer, créer un réseau et puis s'étendre au fur et à mesure. Donc, très important ce réseau-là aujourd'hui. Et puis, dans l'entreprise, c'est pareil. C'est pas que faire notre mission, faire des tâches, etc. C'est créer notre réseau interne pour ensuite se développer. La première année où je suis entrée chez Schneider, c'est 1 an à créer mon réseau, à comprendre les gens, à naviguer. Parce que les organisations, c'est pas que des hiérarchies, c'est souvent du matriciel. C'est-à-dire qu'on doit travailler avec plein de gens dans l'organisation, partout dans le monde. Donc créer un réseau, c'est quelque chose d'important. Et ça paraît simple, mais en fait, ça ne l'est pas, parce que souvent, ce sont des gens qui viennent du monde entier, qui ont des cultures différentes, qui ont des appréciations différentes. Du coup, ça veut dire beaucoup de prendre en compte des avis extrêmement divergents, et puis pour autant d'aller pas vers le plus petit dénominateur commun, arriver à trouver un moyen de s'entretenir ensemble, de s'entraider pour aller plus haut et pas plus bas. Donc pour moi, c'est le pilier fondamental, c'est comment ensemble, collectivement, on arrive à monter vers le haut l'entreprise, on arrive à s'entraider et on arrive à faire évoluer nos parcours parce que on a des points de contact un petit peu partout. Commencez par ce réseau ici, faites-le fructifier et puis continuez à le développer ailleurs dans d'autres organisations. Le deuxième point que j'ai listé, c'est finalement sortir de sa zone de confort. Au début, vous allez évoluer, vous allez apprendre des choses ici à HEC, et puis vous allez prendre des premiers postes, des premiers stages, etc., sur des choses que vous connaissez. Et en fait, moi, les moments où j'ai le plus appris sur moi-même, c'est quand j'ai fait des choses que je ne connaissais pas.
Ça paraît difficile au début parce que finalement on saute dans des idées, dans des sujets qu'on ne connaît pas. En fait, c'est des moments extrêmement fondateurs sur votre recherche de vous-même. Je vais vous donner quelques exemples. Quand je suis arrivée chez Engie, on m'a nommé en charge des affaires publiques, régulation, etc. On peut penser que c'est très proche de ce qu'on fait dans l'État. Effectivement, c'est très proche. Et puis, au bout de quelques années à faire dans ce type de poste, plus tard, la CEO de Engie, donc la directrice générale d'Engie, Isabelle Cocher, m'a demandé de diriger les activités énergie renouvelable d'Engie. Je ne connaissais rien à l'éolien, au solaire, un business model de l'éolien, aucune idée de ce que c'est. Je ne connaissais pas les technologies, je ne savais pas ce que c'était de gérer, là c'était 1,5 milliard de chiffre d'affaires, donc un PNL à gérer du jour au lendemain. En plus, j'étais enceinte de jumeaux, je ne savais pas ce que c'était que d'avoir des enfants. Donc tout d'un coup, on me propose d'avoir, par le fait, des jumeaux et en même temps de diriger un PNL de 1,5 milliard. La première réaction à ce moment-là, c'est de dire c'est trop, j'arriverai pas, ça fait trop d'un coup. Et donc ça a été de dire à Isabelle, écoute, plus tard, oui, mais aujourd'hui c'est impossible parce que je veux d'abord avoir mes enfants. Et à ce moment-là, Isabelle m'a dit, c'est pas toi qui décides, c'est nous qui devons t'aider pour que tu sois successful dans ton poste. C'est pas toi qui dois renoncer parce que tu crois que tu n'es pas capable, c'est nous qui projetons le poste sur toi et on sait que tu es la bonne personne pour réaliser le poste. Par contre, c'est notre responsabilité de t'accompagner pour réussir dans le poste. Et c'est comme ça que j'ai pris le poste. Avoir des jumeaux en même temps qu'un poste nouveau, c'était quand même quelque chose d'assez phénoménal. Et en fait, l'organisation de l'entreprise est là pour vous aider. Et donc moi, ce que j'ai appris, c'est que dans ces moments de doute, on en aura tous, vous en aurez, et c'est pas un drame. Par contre, les garder pour soi, ça c'est un drame. Parce que vous pouvez opérer des renoncements qui sont dommages, qui sont des renoncements qui auraient pu se transformer en des opérations, des expériences extrêmement bénéficiaires pour vous. Donc ne pas vous-même vous limiter, mais au contraire, essayez toujours d'aller sortir de vos zones de confort, apprendre, parfois on chute et parfois on remonte. On chute pour mieux remonter. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, quand je suis arrivée chez Schneider, on m'a nommé à la stratégie, développement durable, merger and acquisition, fusion-acquisition. Et puis, l'année dernière, il y a 2 ans, on m'a nommée directrice générale des activités en Europe. C'est quoi? C'est 45 000 personnes, ça fait 7 milliards de chiffre d'affaires, c'est toute l'activité portefeuille de Schneider, donc c'est quand même beaucoup. Je ne connaissais pas. J'arrivais après un historique de Schneider qui était resté 25 ans dans l'entreprise. Moi, ça faisait 3 ans que j'étais dans l'entreprise. Donc, c'est pas des choses, c'est pas des moments faciles. Et la première fois où vos équipes vous regardent, alors que ça fait que 3 ans qu'on est dans l'entreprise et que, voilà, c'est pas facile. Et en même temps, c'est des moments où on apprend le plus sur soi. Donc moi, j'ai toujours l'idée que finalement, tous ces moments un peu de difficultés, il faut en faire des moments de rebond et des moments d'apprentissage. Et c'est aussi pour ça qu'en tant que leader, aujourd'hui, quand je recherche des talents pour des postes donnés, je ne recherche pas quelqu'un qui a fait exactement le poste que je recherche. Je recherche quelqu'un qui n'a pas fait ça, mais qui a le potentiel de le faire. Et vous verrez, en tant que leader, prendre des paris sur les talents, c'est extrêmement important. C'est ce qui permettra de fidéliser nos équipes. Parce qu'elles savent qu'elles auront toujours un terrain de développement dans l'entreprise. Le pire, c'est de rester là où on est parce qu'on est bon dans ce qu'on fait. Alors certains vont peut-être le faire. Mais par contre, rester ad vitam aeternam dans un type de poste parce qu'on est bon, c'est compliqué. Donc le rôle d'une entreprise, c'est de prendre des paris. Et votre rôle en tant que leader, ce sera aussi de prendre des paris. Donc ça, c'était mon deuxième point, sortir de notre zone de confort, non pas en appréhension, mais en faisant de cela un élément de compréhension de soi-même. Le troisième point, quand j'ai commencé en tant que dirigeante d'entreprise, je voulais montrer finalement que j'étais forte, que je savais prendre des décisions. Forcément, on est tout jeune, à 25 ans, quand on est en cabinet ministériel, on est tout jeune, on ne connaît pas forcément la vie, et puis il faut conseiller un ministre, donc c'est pas forcément le plus simple. Et puis après, même dans une entreprise, diriger tout de suite 1000, 2000 personnes, c'est pas forcément facile non plus. Et donc je voulais apparaître comme forte de façade,
et puis voilà, pas facilement ébranlable. Et en fait, ce que j'ai appris au cours de ma carrière, c'est que l'authenticité, c'est plus important que tout le reste. Il y a plein de façons d'exprimer le leadership, encore une fois. J'ai été deputy CEO de Engie, c'est-à-dire directrice générale adjointe d'Engie. Et à ce moment-là, j'avais pas mal de remarques en me disant mais un directeur général d'Engie, il doit faire 2 mètres de haut, il est balèze, c'est un homme. Et toi, tu es trop fine, tu es trop... Parce qu'il y a encore trop d'arrêts, d'idées très arrêtées, comme celle-là, sur le leadership. C'est très important de vous parler de ça pour moi, parce que on apprend aussi sur tout ça. On apprend sur le leadership, comment est-ce qu'on veut le vivre. Et le leadership, finalement, c'est aussi de l'authenticité. Montrer de la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Mes équipes, j'arrive à les embarquer parce que justement, je sais détecter les signaux faibles, je sais détecter quand il y a des choses qui passent pas, quand il y a des choses de leur point de vue personnel qui ne va pas aussi. Donc la vulnérabilité, l'authenticité, c'est extrêmement important pour moi aussi dans l'expression du leadership. Je vous le dis parce que je l'ai appris, parce que je trouve que quand on est face à des leaders qui ne montrent jamais leur vraie facette, finalement on a du mal à les embarquer. Ça, c'était la troisième recommandation que je voulais vous proposer. La quatrième, finalement, c'est que dans une entreprise, dans vos expériences, il ne faut jamais être seul. L'objectif, c'est d'embarquer, d'arriver à trouver des points de relais partout dans les organisations et d'embarquer. Et là, je vous disais un petit peu, il y a plusieurs façons de le faire. J'ai eu plusieurs dirigeants auprès de moi qui étaient plutôt dans des postures de commander plutôt que d'embarquer. Et pour moi, embarquer, c'est beaucoup plus important que commander. Ça veut dire que dans mes équipes, j'ai toujours essayé d'avoir des gens qui étaient même plus forts que moi. J'ai jamais eu peur de la compétition. Des gens plus forts que moi, parce que finalement, ils vont m'aider à avancer. Plus forts que moi, par contre, toujours dans la collaboration. Collaborer, c'est extrêmement important pour arriver tous ensemble à aller dans une direction, plutôt que de se faire la guerre, et finalement d'annihiler toute la compétence qu'on peut avoir dans une équipe. Donc ça, c'est le quatrième point. Et puis le dernier point, en fait, quand on est dans une entreprise comme Schneider Electric, puisque toutes nos équipes sont partout dans le monde, vous verrez, on peut travailler 24/7. On peut travailler tout le temps. Parce qu'en fait, il y a toujours des gens qui sont réunis dans une partie du globe. Donc on reçoit des mails tout le temps, on reçoit des demandes tout le temps, etc. Et là aussi, ce que j'ai appris, c'est que vous devez fixer vos limites. Le temps que vous allez passer sur du temps pour reposer, pour vous extraire du travail, pour faire des choses qui vous plaisent, du temps pour vos familles, pour vos amis, c'est aussi important que le temps au travail. On a besoin de recharger les batteries. Ça paraît simple, mais on est vite overburn, on est vite dépassé par tout ce qui se passe, parce qu'on est dans un monde géopolitique qui est encore plus incertain que par le passé. Et pour autant, les entreprises, elles ont des objectifs à respecter, elles ont la pression de la bourse, la pression des investisseurs, donc on doit délivrer dans un environnement beaucoup plus erratique que par le passé. Il y a beaucoup de pression, et pour autant, ce qu'il faut se dire, c'est du temps pour soi, préserver du temps pour soi. Donc ça, c'est le dernier point que je voulais aussi vous partager. C'est un point d'expérience, parce que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi faire des burn-out, avoir des difficultés à prendre du recul, parce que justement, on a envie de tellement bien faire, parce qu'on est souvent dans des entreprises avec le sens d'engagement, de purpose, comme on en parlait, donc on est tous emballés par ce qu'on fait, et puis finalement, on atteint une limite qui est insupportable pour le corps, insupportable pour soi-même. Donc ça, c'est le dernier volet que je voulais aussi vous partager. La partie personnelle, elle est indissociable de la partie professionnelle dans votre vie, et c'est à vous de trouver votre meilleur équilibre. Est-ce que c'est le soir, le matin, etc. C'est à vous de trouver le meilleur équilibre. Voilà un petit peu toutes les idées que je voulais vous partager. Et au final, le message clé, c'est il n'y a que vous qui pouvez déterminer le chemin qui vous conviendra. Il n'y a que vous qui pouvez exprimer ce qui va vous faire résonner, vibrer le plus en termes d'entreprise, en termes d'engagement, en termes de forme de leadership. Mais pour y arriver, il faut tester. Et donc la meilleure recommandation, encore une fois, c'est essayer de tester, de vous mettre dans des zones un peu plus difficiles, différentes de ce que vous avez connu. Et c'est comme ça que vous découvrirez vous-même.
ce micro et peut-être un autre qui circule, au fond, Romain. Qui veut poser une première question? Est-ce que vous pouvez donner votre prénom? Levez. Bonjour, je m'appelle Noémie et déjà merci d'être venue. La question c'était comment avez-vous réussi à gérer à la fois vos jumeaux et votre nouveau poste finalement? Bonjour Noémie, c'était une bonne question à ce moment-là. En fait, comme je vous disais initialement, je pensais que c'était ingérable, qu'en fait je ne pourrais pas réussir à faire tout en même temps. Et surtout que je ne savais pas ce que c'est que d'avoir des enfants, comme vous, j'imagine, vous n'avez pas encore. Et on a envie de tout faire, on a envie de tout bien faire. Quand on est jeune, on a envie de tout bien faire, d'avoir une belle famille, d'avoir un beau travail, etc. Et le risque, c'est finalement de mal faire les choses parce qu'on ne dédie pas assez d'attention et d'énergie à ce qu'on veut. C'était ma première réaction. Et en fait, comment j'ai réussi? C'est que l'entreprise m'a permis de choisir les collaborateurs qui travailleraient pour moi. Donc pendant mon congé maternité, j'ai pu choisir les gens qui allaient gérer l'entreprise pour moi, déléguer et faire en sorte qu'ils soient en charge à ma place. Et puis ensuite, dans la continuité, encore aujourd'hui, mon assistante, elle me disait, tous les soirs, voilà, elle partait à 16h, parce que je voulais aller les chercher à la crèche, je voulais m'en occuper, et par contre, je travaillais plus tard le soir. Donc j'ai trouvé ma forme d'organisation, où j'étais là avec eux le soir, après la crèche, et puis je travaillerai beaucoup plus tard, après qu'ils soient endormis. Et ça m'a jamais posé de problème. Par contre, au début, tout le monde réagissait dans l'entreprise en disant mais comment elle va faire? Elle a ses hauts talons, elle court partout, on va se demander si elle va réussir à finir la journée. Ben, en fait, je le faisais différemment. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser soi-même limiter parce qu'on se dit c'est impossible, en fait vous allez trouver vous-même votre façon de faire. Et les entreprises qui sont les plus en avance auront toujours une écoute pour ça. On ne va jamais vous dire il faut partir à 18h, vous ne pouvez pas partir avant. On ne va jamais vous dire vous ne pouvez pas m'envoyer des mails à partir de 20h. En fait, c'est à vous d'organiser les choses comme vous le souhaitez. Par contre, c'est aussi important de ne pas exiger la même chose des autres. D'autres personnes auront une organisation différente. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre à tous de trouver sa propre façon de gérer le cadre personnel dans les contraintes professionnelles qu'on a. Donc oui, c'est possible. Prochaine question. Bonjour, je m'appelle Arthur. Vous me donnez l'impression que votre parcours professionnel et personnel est parfait. Alors ma question c'est, quel est votre plus grand échec? Il n'est pas parfait. Bonjour Arthur. Alors, donc, je vais vous raconter une histoire. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi toute l'histoire de l'entreprise Engie. Probablement pas, donc je vais vous en dire un mot. Engie est une entreprise magnifique qui a été créée sur la fusion de Gaz de France-Suez il y a quelques années. On avait plusieurs directeurs généraux et on était dans une instabilité de gouvernance. Il y a eu beaucoup de directeurs généraux qui se sont suivis les uns après les autres. Contrairement à Schiller, où le directeur général est resté 18 ans directeur général. Donc, quand on a de la continuité dans nos entreprises, on peut faire beaucoup plus de choses que quand ça change tous les 2 ans. Donc chez Engie, il y a eu beaucoup d'instabilité de gouvernance. Et puis, la directrice générale qui s'appelait Isabelle Cocher, qui était la première directrice générale d'une entreprise du CAC 40, pour une femme. Et bien, au bout de quelques années, on lui a demandé de partir. Le conseil d'administration lui a demandé de partir. Il y avait une divergence d'opinion entre le conseil d'administration et la directrice générale. Et donc, elle a dû partir. Elle s'est retrouvée sans directeur général pendant 9 mois. Donc, une grande entreprise sans directeur général. Donc, à ce moment-là, le président Jean-Pierre Clamadieu a lancé un processus pour trouver le nouveau directeur général d'Engie. Le processus a été fait avec des candidats internes et des candidats externes. Les candidats internes avaient été identifiés par le président du conseil d'administration. Il avait identifié le secrétaire général, la directrice financière, le directeur des opérations et moi. Et donc j'ai suivi le processus de recrutement du nouveau directeur général d'Engie. À l'issue du processus, j'étais la candidate interne, retenue contre les candidats externes. Et à l'issue du processus, je n'ai pas été la candidate retenue. Ça a été
un processus difficile. Pour moi, c'était le premier processus à un niveau d'un groupe du CAC 40. Ça a été très dur à vivre parce que c'était ma première entreprise et que j'ai passé 11 ans dans l'entreprise. Et à l'issue du processus, comme ils ont retenu un candidat externe et que j'étais la seule candidate interne qui avait été retenue, je ne me suis pas sentie de rester dans l'entreprise en fait. Et donc du coup, j'ai décidé de partir. C'est jamais facile de partir sur un moment comme ça. Surtout qu'encore une fois, pendant 11 ans, j'ai créé plein de liens avec plein de gens dans l'organisation qui sont devenus des amis en fait. Vous créez une entreprise, c'est pas un poste encore une fois, c'est vraiment ce que vous créez à l'intérieur. Donc ça a été très dur pour moi de quitter l'entreprise et j'ai rejoint Schneider en sachant rien sur l'entreprise, si ce n'est que c'était l'entreprise la plus durable au monde. Et ça, c'est la seule chose qui m'a attirée. Les premiers mois, j'en pleurais tellement j'étais contente d'y aller, mais en même temps, je ne connaissais rien, personne, alors que j'avais créé quelque chose chez LG. Donc voilà, pour dire, c'était un moment difficile de ma vie, et vous en connaîtrez plein comme ça. Mais c'est des moments aussi où finalement j'ai appris, et maintenant je ne me regrette pas. Oui, bonjour, moi c'est Artus. J'avais une question, est-ce que vous avez fait une transition entre le secteur public ou de la recherche et le secteur privé? Comment vous l'avez abordé? Donc j'ai beaucoup aimé travailler dans le secteur public parce que, d'abord dans la recherche, parce que c'était des projets de recherche absolument incroyables en chimie moléculaire que j'aimais beaucoup, mais je les trouvais un petit peu fermés et pas assez ouverts sur le monde de l'entreprise. En tout cas, dans mon domaine, c'était encore très fermé et pas assez ouvert sur le monde de l'entreprise. C'est pour ça que j'ai souhaité rentrer dans le corps des points chaussés pour pouvoir ouvrir le champ d'application et avoir plus de possibilités. Et ensuite, j'ai travaillé en cabinet ministériel. Là, c'est des expériences absolument incroyables. Ceux d'entre vous qui en feront, vous verrez, c'est absolument incroyable parce que vous vivez au rythme de la vie politique. Vous travaillez nuit et jour. Vous apprenez à une vitesse démesurée. Quand j'étais au cabinet du ministre de l'Europe, en charge de l'Europe, j'avais en charge de l'agriculture, les télécoms, les transports et l'énergie. Donc pour vous dire, c'est assez vaste quand même. J'y connaissais rien, mais il faut apprendre très 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 vite. Donc c'est des choses, des moments de la vie absolument incroyables. Par contre, ça se termine aussi vite que ça n'a commencé. Et là, dans les cabinets ministériels, en fait, les ministres ils changent très souvent, comme vous le savez. Donc moi, j'ai changé de ministre tous les un an et demi, parce qu'ils ont bougé. Je travaillais pour Jean-Pierre Jouyet, ensuite Bruno Le Maire est parti, j'ai travaillé pour Jean-Louis Borloo, puis ensuite il est parti. Donc en fait, vous avez une expérience assez grisante, parce que vous voyez tout et vous participez à des décisions qui sont très fortes, et en même temps, vous ne voyez jamais comment les décisions sont implémentées, parce qu'entre-temps, le ministre il est parti. Et donc ça a un côté un peu frustrant, alors que les entreprises, c'est quelque chose qui est sur beaucoup plus long terme, donc vous pouvez vous projeter, on peut prendre des paris, on peut faire des investissements aujourd'hui qui se réaliseront dans 10 ans, mais ça on peut quand même le faire. Et puis on peut voir le résultat de ces investissements si on est encore là, parce qu'on a décidé d'être là, pas parce que l'entreprise a disparu. Donc voilà, c'est quand même des temporalités, on va dire, assez différentes. La meilleure transition que moi j'ai trouvée entre les deux, c'est que je suis rentrée chez LG sur les affaires publiques. Donc c'était beaucoup de relations avec l'externe, notamment des relations avec le gouvernement. Et donc du coup c'était l'autre pendant. Donc ça faisait vraiment le lien avec ce que je faisais avant. Et en fait ces entreprises, elles vous prennent pas pour faire des relations publiques longtemps. Vous faites ça pendant un an, et puis ensuite vous faites de la stratégie, puis ensuite vous faites des fusions-acquisitions, puis ensuite vous faites du renouvelable, et ensuite je suis partie CEO Amérique du Nord. Donc c'est ça les entreprises. Donc on commence par quelque chose de connu, et puis rapidement on fait des choses complètement imprévues. Bonjour, je m'appelle Léna. Vous parlez de vulnérabilité dans le leadership. Est-ce que c'est pas risqué parfois de se montrer trop vulnérable ou juste vulnérable tout court quand on a des postes à responsabilité? En fait, c'est une bonne remarque, mais pour moi, la vulnérabilité, bien sûr, pleurer devant tout le monde, etc., c'est peut-être extrême, mais se montrer tel qu'on est, c'est très important. Et on a tous des moments dans la vie qui sont un peu plus difficiles, et je pense que c'est des moments où aussi on peut partager, on doit partager, parce que ça ouvre les autres à faire de même. Quand on montre une face qui est
voilà, on fasse tous les jours la même parce que rien ne nous heurte, en fait, c'est pas la vraie vie et les gens ont du mal à nous croire et ont du mal à nous suivre. Donc la vulnérabilité, c'est dans le sens de l'authenticité, c'est de se montrer tel qu'on est, de ne pas chercher à prétendre qu'on est différent. Et je vais vous donner un exemple. J'ai nommé pas mal de patronnes, de femmes patronnes de pays pour Schneider. Donc elles dirigent l'activité dans un pays. Et en fait, au bout de quelques temps, j'en ai beaucoup qui sont partis, qui ont démissionné. Du coup, je les ai rencontrées pour comprendre pourquoi en fait elles partaient. Et l'essentiel, toutes les femmes que j'ai rencontrées qui sont parties comme ça, m'ont dit elles se sentaient over-scrutinized, c'est-à-dire elles se sentaient sous trop forte pression sur tout ce qu'elles faisaient. Si elles parlaient trop fort, oh ben elle est trop rigide. Si elle parle trop douce, ah ben c'est pas décidé. Si elle t'habille en rose, ah mais elle est trop girly. Et en fait, je pense qu'il faut dépasser tout ça, il ne faut pas se laisser affecter parce qu'on aura forcément tous des réactions de ce type. C'est humain, mais c'est à nous de changer les choses. Et c'est à nous de montrer qu'en fait ça ne nous effleure pas, au contraire, ça nous renforce. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'être soi-même. Et donc à partir de ça, j'ai créé un club dans le groupe pour les patrons de pays, pour ne pas se sentir, enfin déjà pour expliquer qu'on peut rencontrer ce type de phénomène et que d'une part il faut nous faire changer le regard sur l'autre et que d'autre part il ne faut pas se sentir affecté mais être soi-même en priorité. Avec Purpose et le parcours engagement, on essaie de semer la graine de la connaissance de soi. Alors, c'est pas facile parce que là vous sortez du serein des parcours d'excellence dans lesquels on parle de tout se passer. Vous n'avez pas le temps complètement de vous interroger sur qui vous êtes. Donc voilà, l'opportunité c'est de réfléchir à ça pour pouvoir justement être plus authentique. Parce que les deux dangers qui nous guettent, c'est d'une part de jouer un rôle constamment pendant très longtemps jusqu'à ce que vous craquez psychiquement. Donc c'est peut-être cette facette de toujours se représenter dans lequel on doit être, penser comment les autres pensent que vous devriez être, vous devriez être, et de ne pas être soi-même. Et le deuxième risque, c'est quand on se connaît bien, ça fait le burn-out, c'est-à-dire de se laisser emporter par l'emballement, son propre engagement, et de ne pas savoir mettre ses propres limites. Donc voilà, bien se connaître et pouvoir savoir mettre certaines contraintes à son propre engagement pour éviter la surchauffe. Et qui peut poser une question? Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je m'appelle Noah et je me demandais, vous avez mentionné que ça a été assez difficile de vous intégrer à Schneider après seulement 3 ans à un poste aussi haut. Je me demandais si vous pouviez élaborer sur la manière dont vous êtes intégré à votre équipe, comment vous êtes imposé jusqu'à là. Bonjour Noah. J'ai dit ça parce que, en fait, dans l'entreprise Schneider, les gens ont la joie de travailler pour le groupe. Alors, ça paraît un petit peu, on va dire, trop simple de dire ça, mais en fait, j'étais entourée de gens qui sont dans l'entreprise depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis 15 ans, etc. Quand on arrive, c'est pas facile de faire savoir. Chez LG, c'était très différent, il y avait beaucoup de turnover, les gens changeaient souvent, il y avait souvent des regards externes, des gens qui amenaient des nouvelles idées, etc. En fait, chez Schneider, les gens ils restent, ils sont heureux de travailler pour cette entreprise, et du coup, on a entouré de gens qui se connaissent tous, qui ont tous leur réflexe, ah mais on l'a toujours fait comme ça. Et moi, j'aime pas quand on dit on l'a toujours fait comme ça. J'aime bien qu'on dise, on va peut-être essayer autre chose. Et du coup, au début, je n'osais pas en fait. Parce que tout le monde parlait le même langage et tout le monde faisait de la même façon. Et en fait, il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir leur dire, mais écoutez, on va peut-être essayer autre chose, on va peut-être faire différemment, on va peut-être faire comme ça, etc. Et il m'a fallu du temps parce que la culture était très une culture, on a tellement fait et que c'est successful parce que ça marche très bien, pourquoi faire différemment? Donc c'est plus ça. Ça m'a pas pris 3 ans, je pense que ça m'a pris 9 mois, je pense, pour bien m'intégrer. Après, c'est aussi une matrice, donc il faut travailler très largement dans l'organisation. Quand on dirige, par exemple, une activité opérationnelle, un PNL, il faut travailler aussi avec l'innovation.
On a besoin de savoir ce qu'on va vendre demain sur le marché pour que ça corresponde aux besoins des clients. Donc on ne travaille jamais en silo, il faut arriver à casser tous les silos qui puissent exister pour vraiment embarquer plus large. Et du coup, ça demande beaucoup de temps, d'investissement, connaître les gens, comprendre le fonctionnement, et puis arriver à leur dire, bah, finalement, on va essayer de déconnecter tout ça et faire différemment. C'est ça qui m'a pris du temps. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Adam et juste un peu de votre présentation, c'est que vous avez dit qu'il ne fallait pas rester dans un poste, même si on était bon, qu'il fallait choisir un moment. Il fallait choisir un moment où finalement on se séparait de ce poste. Et comment est-ce que vous choisissez ce moment? Et est-ce que vous savez déjà si Schneider a un objectif et que lorsque vous le remplir, vous voulez finalement quitter la boîte pour aller vers une autre? En fait, toutes les entreprises sont différentes. Mais la façon dont je le vois chez Schneider, et ça m'a beaucoup surpris au début, c'est que chez Schneider, au bout de 3 ans dans votre poste, on va vous dire attendez, il faut que vous alliez voir autre chose. On va vous proposer soit une nouvelle géographie, on va vous dire tiens, vous allez voir à Dubaï par exemple, ou vous allez à Boston, ou vous allez à Shanghai. Donc on va vous proposer une nouvelle géographie, un nouveau métier. Du management, pas de management, mais on va vous proposer quelque chose au bout de 3 ans. Ça m'avait beaucoup de surprise parce que je m'étais dit, finalement, au bout de 3 ans, c'est là où on commence à être efficace. La première année, on apprend, la deuxième année, on se développe, la troisième année, on a déjà appris, et donc là, maintenant, on performe super bien. Donc pourquoi, au bout de 3 ans, on nous demande de bouger alors qu'on performe très bien pour l'entreprise? Et en fait, le mode de développement de la boîte, c'est ça. C'est arriver à trouver dans chacune des personnes des moments où on les projette dans quelque chose qu'elles ne connaissent pas. Et c'est plutôt l'entreprise qui va vers les gens, je trouve, que directement les gens qui se disent c'est mon moment. Après, ça peut se faire de façon différente et toutes les entreprises sont différentes. Moi, ma conviction, c'est que s'installer dans un rôle, soit c'est votre objectif parce que voilà, vous raisonnez comme ça, mais s'installer dans un rôle, ça a aussi des limites. Parce que le monde environnement, il bouge. Donc, tout ce qui se passe autour de nous évolue tellement vite qu'en fait, se remettre en question et aller voir de nouvelles choses, ça devient de plus en plus nécessaire. Donc, de toute façon, si l'entreprise ne vient pas à vous, moi je dirais c'est à vous d'aller chercher finalement quel va être votre moment pour aller découvrir autre chose. Et je voulais vous donner ce témoignage parce qu'au début, pour moi, c'était un peu comme un Everest à devoir franchir. C'est toujours des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qui peut faire peur et qui fait qu'on repousse la décision d'aller voir autre chose. Et il y a toujours des bonnes raisons de se dire c'est jamais le moment. Ah bah tiens, en ce moment, il y a un truc dans ma famille, c'est pas le bon moment, etc. Mais en fait, moi je dirais qu'il n'y a jamais de bon moment. Les bons moments, c'est à vous de les créer, c'est à vous de les choisir. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, plus vous allez bouger, plus vous aurez envie de bouger. Parce que vous allez découvrir l'intérêt de l'incertitude, l'intérêt de vous remettre en question et d'apprendre sur vous-même. Bonjour, moi je m'appelle Robin et je voulais rebondir sur l'accumulation de diplômes. En fait, vous avez fait l'IX, vous avez été agrégé en physique, vous avez fait l'ENS. Est-ce que ça a vraiment contribué à votre carrière professionnelle ou c'était juste par curiosité intellectuelle? En fait, les diplômes, c'était inclus dans un cursus. C'est-à-dire quand on fait l'école normale supérieure, l'agrégation fait partie du cursus de l'école normale. Donc c'est la 2e année. Donc c'est pour ça que j'ai fait une agrég de physique. Ça ne m'a pas servi puisque l'agrégation, si vous ne l'utilisez pas, vous la perdez. De toute façon, je ne serai jamais professeur. Et ça m'a appris sur la façon de travailler. C'était très dur, j'ai trouvé. En tout cas pour moi. Je trouvais que c'était très dur. Donc du coup, ça m'a appris à travailler. Comme vous, quand vous avez fait les classes prépa, quand je faisais les classes prépa avant, ça apprend quelque chose, ça apprend à travailler. Et dans la 3e année de l'école normale, on peut faire une année dans une autre école en équivalence, et donc moi je l'ai fait à l'école polytechnique. Donc en fait ça s'inscrivait dans un cursus. Mon vrai choix, ça a été de me dire finalement la physique et la chimie c'est bien, mais c'est trop restreint, parce que dans le mode de fonctionnement en France, il y a trop peu de liens entre la recherche fondamentale et le monde de l'entreprise. Et la seule façon de sortir de la recherche fondamentale un peu trop fermée,
c'était de passer le concours pour entrer au corps des ponts et chaussées. Et là, c'est pas un parcours standard. Et ça, vous l'aurez d'ailleurs dans votre cursus. Vous allez toujours trouver des petites passerelles, des petites choses, si vous voulez faire quelque chose de différent. Moi, je voulais faire quelque chose de différent, pas être dans la recherche, pas être dans l'éducation, parce que j'ai trouvé que c'était trop fermé. Et à ce moment-là, j'ai passé le concours pour entrer au corps des ponts. Ils prenaient un normalien par an, donc c'était pas gagné. Hein. Mais et par contre, ils prenaient beaucoup de mécaniciens, et moi, mon cursus de base, c'était quand même l'école normale. Mais du coup, ça m'a complètement ouvert, et là, c'était 3 ans, dont une année à l'international, et du coup, je suis partie à la Banque mondiale. Alors, en attendant la prochaine question, moi j'ai une question parce qu'on voit ce qui se passe avec Donald Trump, donc, les politiques qui sont anti-ESG, anti-développement durable, qui arrivent des États-Unis, et qui commencent à contaminer un peu l'Angleterre et peut-être un peu l'Europe. Je voulais avoir le regard un bon regard en tant qu'exécutif vice-président de European Operations, c'est un grand groupe mondial et aussi présent aux États-Unis. Comment gérer ces attentes du marché? En fait, ce que je trouve, déjà nous, notre entreprise est encore engagée et restera engagée sur le développement durable. Peu importe les alternements qu'il peut y avoir, pour nous c'est une tendance de fond, une tendance de long terme. Le changement climatique ne va pas s'arrêter parce qu'il y a Trump au milieu. Les choses vont changer, il y aura de nouveaux politiques, etc. Donc nous, en tant qu'entreprise, on se projette sur le long terme et pas sur des alternements politiques, géopolitiques qui peuvent être des phénomènes de court terme. Donc ça, c'est la première chose. Les entreprises s'engagent plus sur la durée. La deuxième chose, c'est que malheureusement, la façon dont on a pris le sujet de développement durable, y compris en Europe, on l'a pris essentiellement sous l'angle du reporting et pas assez sous l'angle de la transformation stratégique d'une entreprise. Et ça, c'est très dommage parce que pendant ces dernières années, toutes les entreprises se sont concentrées sur les KPI, rapporter des KPI. Et ça, c'est pas du tout attractif. Ça ne donne pas envie. Alors qu'en fait, l'objectif, c'est de faire des KPI pour transformer. Nous, en fait, les KPI, c'est-à-dire tout le reporting, on l'a commencé il y a 18 ans. Il y a 18 ans, déjà, on communiquait de manière extra-financière notre reporting environnemental. Donc on avait déjà cet engagement. Et pourquoi on le faisait? En fait, on voulait l'utiliser pour transformer l'entreprise. Pour prendre des paris technologiques, des paris sur des aspects sociétaux, des aspects sociaux. Donc on en profitait pour transformer l'entreprise. Et même en Europe aujourd'hui, à cause de ce reporting et la taille que ça a pris, beaucoup d'entreprises se sont écartées d'une vraie réflexion stratégique. C'est ça qui est dommage. Pour vous donner un ordre de grandeur, les KPI, donc le nombre d'indicateurs qu'il faut rapporter en CSRD, donc en reporting environnemental, qui est obligatoire maintenant au niveau européen, c'est plus de 800 KPI. Ça peut aller à 1000 KPI. Donc c'est colossal. C'est des choses qui parfois sont très difficiles à trouver dans les systèmes d'information des entreprises. Donc il faut redonner du sens au développement durable. Le développement durable, c'est un tableau de bord, ou le développement durable, c'est la transformation. Donc nous, on s'est dit, nous, de la façon dont on l'a fait chez Schneider, c'est la transformation. Par exemple, on s'était dit il y a 5 ans, on allait donner accès à l'énergie à 50 millions de personnes partout dans le monde. On y arrive ou pas? On s'est donné comme objectif de faire 1 million de formations partout dans le monde. 1 million. Formation en matière d'énergie. On y arrive ou pas? On s'était donné comme objectif de réduire notre consommation de plastique à hauteur de 90% dans nos produits. On y arrive ou pas? Bon, en fait, tous ces KPI, quand on les a définis, on ne les a définis pas d'une façon dont on savait comment les atteindre, mais justement, on ne savait pas comment les atteindre. En fait, une partie des KPI, on ne va probablement pas les atteindre, mais c'est pas grave, ça nous a permis de remettre complètement en question, parce qu'on n'a pas fait de l'incrémental, on a fait des disruptions dans l'entreprise. Voilà, pour moi, c'est une façon de repenser le développement durable, pas du reporting, mais une façon de disrupter nos modes de fonctionnement dans les entreprises pour les rendre plus projectables à long terme. La dernière question est pour... Bonjour, je m'appelle Samuel, et c'est un peu lié à ce que vous venez de dire, mais vous avez dit que Schneider était l'entreprise la plus durable du monde, et je voulais savoir aujourd'hui quels sont les projets les plus ambitieux de Schneider en termes de transition écologique. Bonjour Samuel, donc effectivement, on a plein de projets. Les projets les plus, je trouve transformants. Pour moi, le développement durable, c'est à la fois des engagements en matière de HR, donc à la fois diversité, éducation, formation,
accès à l'énergie, tous ces sujets-là. Et puis aussi des engagements qui sont sur la partie produit et la partie décarbonisation plus au sens scope 1, 2 et 3, traditionnel. La façon dont on s'est le plus distingué, c'est que beaucoup de nos pairs ont pris des engagements très sur les sujets de décarbonisation et très sur leur scope direct d'impact. Nous, on s'était dit, en fait, on va décarboner l'industrie, on va décarboner nos fournisseurs. Donc on a pris un engagement qui a été très visible et très reconnu. Premier engagement, on s'est dit, on va décarboner nos fournisseurs de 50% à l'horizon 2025. Et ça, on l'a décidé en 2021. Donc là, ça va être à la fin de l'année qu'on va voir si on atteint l'objectif de 50%. Nos fournisseurs, c'est plein de petites sociétés. Plein de petites sociétés. C'est plein de petites boîtes, des milliers de petites boîtes. Et on prend le top 1000 fournisseurs et on se dit, ceux-là, qui représentent 70% de nos émissions, on va réduire leurs propres émissions de 50%. Ils n'ont pas forcément envie de le faire. Et d'ailleurs, ils ne savent même pas calculer leur empreinte carbone. Donc au début, quand on a pris ce KPI, on s'est dit, finger in the nose, on sait le faire sans problème. Et en fait, au bout d'un an, on était toujours à zéro. Toujours à zéro. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les petites boîtes, elles ne savent pas calculer leur empreinte carbone, elles n'ont pas les outils, ça coûte cher, elles n'ont pas envie de le faire, etc. Et donc il nous a fallu beaucoup de temps pour pouvoir les embarquer. Puis finalement, on a trouvé des moyens, on s'est dit en fait on va inventer un software qui est dédié aux PME, qui permet de calculer tout de suite l'empreinte carbone et tout de suite de commencer à réduire. Et du coup on en a fait un business. C'est juste pour dire en fait, effectivement, ça a été très transformant, on a beaucoup communiqué là-dessus et maintenant, on a plein d'entreprises qui nous ont demandé de faire pareil. Le meilleur exemple, c'est l'industrie de la pharmacie. Sanofi, Pfizer, GSK, donc toutes ces boîtes, elles ont le même problème que nous. Elles doivent décarboner leurs fournisseurs, elles ne savent pas comment faire. Du coup, elles nous ont demandé de le faire pour eux. Et comme elles ont toutes les mêmes fournisseurs, mais qu'elles ne peuvent pas se parler parce qu'elles sont en compétition, on est le Trusted Advisor. On est le conseil de toutes ces boîtes. Et en fait, on a pris tous leurs fournisseurs et on est en train de réduire leur consommation. Et ça, c'est, je trouve, le meilleur exemple comme quoi on peut apprendre d'un truc hyper compliqué à la base, qu'on n'arrivait pas à faire. Pendant 2 ans, je peux vous dire, surtout la première année, on était à zéro en termes d'atteinte de l'objectif. Tous les investisseurs nous disaient, en fait, c'était un KPI qu'on n'arriverait jamais à atteindre. Et on en a fait une opportunité maintenant commerciale. Et on arrive à développer maintenant dans plein d'entreprises. Voilà. C'est juste pour vous donner l'exemple de un petit peu le plus emblématique, en plus de ce que j'ai cité tout à l'heure sur l'accès à l'énergie et l'information. Merci Gwenaëlle, c'était vraiment passionnant. Je pense que